chaque moment, même si des fois c'est compliqué, les repas de famille, etc., j'ai envie de profiter en fait de ces moments, de me sentir quelqu'un de, bah oui, de non malade, même si je sais que derrière ça va être très compliqué. J'ai envie de profiter de chaque moment et c'est vrai que bah, je sais que le regard après peut être compliqué de dire bah elle a profité. Ouais, sauf que du coup, tu vois le moment, les 2 heures où j'ai passé avec toi, mais tu vois pas tout ce qui est à côté, quoi. Hello Johanna, Bonjour Tamara. comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bah écoute, un petit peu stressée, parce que c'était un petit peu la course ce matin entre la séance de kiné, le podcast qui voulait pas démarrer comme il fallait, et ensuite je dois encore enchaîner à aller à l'école pour mon fils parce qu'il a besoin d'un traitement. Mais écoute, ça va, tout va bien se passer comme on dit. Et toi? Ça va, ça va. Pas trop mal ces derniers jours, je dirais même, avec une santé mentale qui va vraiment bien depuis un moment, donc ça fait du bien, même si le Mm, corps, lui, bah, hein, il prend ses aises parfois bien mm. différemment. Un peu stressé aussi, parce que du coup, on a dû, ça fait 45 minutes qu'on essaye de régler des problèmes techniques. Et étant donné que je suis pas non plus une flèche dans ces questions-là, bah, ça peut vite me mettre du stress parce que je me sens Mm. très impuissante en fait et je suis un peu là: «Mayday, mayday!» Ouais, moi c'est pareil, hein, On va d'un coup essayer ça fonctionne, on sait pas pourquoi. ouais, les joies de la technologie. On va essayer de se s'apaiser pendant notre échange. Mm. Tout à fait. Johanna, tu as 35 ans, tu es maman de 3 enfants. Pendant plusieurs années, ta vie ressemblait à celle de beaucoup d'autres. Un quotidien rempli, une famille, des amis, des sorties, des projets. Et ce rythme un peu dense que l'on finit par trouver normal. Et puis un matin, ton corps bascule alors que tu es en train de te peser, une action particulièrement banale pour de nombreuses personnes. Une douleur au Mm. bassin, puis une autre, puis d'autres encore qui remontent dans le dos, dans les cervicales, jusqu'à ce que le corps cède, incapable de contenir ce qui est en train d'arriver. Au début, on te dit que tu n'as rien, si ce n'est une migraine ophtalmique, mais la douleur ne disparaît pas, elle s'installe, elle s'étend, elle bouleverse tout. Johanna, tu vis aujourd'hui avec une spondylarthrite ankylosante, accompagnée d'autres symptômes et complications qui rythment tes journées et tes nuits aussi. Une maladie qui ne se voit pas, mais qui redessine profondément une vie, le rapport au travail, au corps, aux proches et à la légitimité d'être malade. Et c'est de ce nouveau dessin que je souhaite que l'on échange aujourd'hui. Tu m'as dit très honnêtement, quand on s'est rencontrés, que la spondylarthrite est arrivée comme une merde de pigeon. Oui, Je te remercie pour ce type d'expression, vraiment. Est-ce que c'est tu vrai. peux nous raconter ce moment précis où ton corps a basculé? Tu étais en train de te peser, c'est bien ça? Qu'est-ce Ouais, qui tout jouait à en fait. toi à ce moment-là? Alors, comme je t'ai expliqué, je me suis levée un matin, donc c'était un lundi, hein, c'était comme le début d'une semaine. Je me suis levée, j'ai été me peser parce que voilà, je contrôlais mon poids parce que j'étais en perte de poids hein, après mes grossesses. Voilà, j'ai voulu reprendre soin de moi. Et quand j'ai voulu baisser la tête tout simplement pour regarder le chiffre sur la balance, senti une énorme douleur en fait au niveau des cervicales. Mais vraiment, hein, c'était vraiment impressionnant. Enfin, un truc qui m'était jamais arrivé auparavant. Et puis bon, j'ai dit bon, bah peut-être que j'ai mal dormi, le coussin était mal positionné. Enfin, je sais pas, je me suis pas trop posé la question en fait. Puis j'ai fait ma journée, j'étais au boulot. Le lendemain matin, pareil, je me lève, donc je me repèse et à nouveau la même douleur. Je dis ah, c'est bizarre quand même. Il va falloir que je change l'oreiller. Enfin, je sais pas. Sauf que bah à l'époque, j'étais assistante SAV, donc j'étais assise toute la journée et si tu veux, j'ai senti en fait cette douleur de cervicale descendre tout le long de la colonne et pareil au niveau en fait du bassin. Donc j'avais une douleur qui s'est installée, remonter. Donc toute la semaine en fait la douleur a continué d'évoluer. Dans la journée, elle disparaissait un peu, mais tous les matins dès que je me relevais, bah c'était là. Et en fait à chaque fois, chaque jour, ça faisait son petit bout de chemin en fait. Et le vendredi, enfin vraiment, j'avais très très mal. Ça montait comme ça, là, tout en haut. Là, c'était très 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 bizarre. Et j'arrivais plus du tout à rester assise en fait. Enfin, j'en avais les larmes aux yeux, je pouvais plus rester assise. Et j'appelle mon mari, je lui dis, écoute, j'ai pris rendez-vous à la maison médicale de garde. Je vais aller faire une consultation, comme ça, il me donne des anti-inflammatoires, antidouleurs. On passe le week-end tranquille. Enfin, vraiment, ça s'est passé. C'est exactement les mots que j'ai dit à mon mari.
Donc, je prends mon rendez-vous pour l'après-midi et moi, je finissais à midi le vendredi. Je rentre chez moi, je récupère mon colis, enfin, je fais ma vie. Puis, bah, je m'assois sur le canapé, bah, voilà, pour me reposer un peu après manger, pour attendre mon rendez-vous. Et là, j'ai une douleur. Donc, en plus de tout le dos qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, là, jusqu'à mon œil. Et là, je dis à mon mari, écoute, quand est-ce que tu rentres? Parce que je suis incapable de conduire, faut que tu m'emmènes chez le médecin. Mmh. Et donc il me dit bah ok, bah je suis sur la route, j'arrive, etc. Et je lui dis bah on récupère les enfants parce qu'en fait comme c'était les vacances scolaires, on récupérait les enfants un peu plus tôt. Je dis on récupère les enfants, tu me déposes et puis bah le temps de faire l'aller-retour parce que le médecin risque d'être en retard, tu récupères le drive, ça sera fait et puis tu me récupères au passage. Sauf que bah il m'a déposé chez le médecin et une fois dans la salle d'attente, la douleur était tellement mais tellement violente que j'ai commencé à faire un malaise. Mmh. Donc, je suis rentrée. Donc, pour le coup, le médecin était à l'heure ce jour-là. Il m'a fait m'installer tout de suite en fait sur la table d'examen parce que vraiment j'étais pâle, mais ça allait pas. Et je dis écoutez, j'ai très très mal dans le dos, etc., dans les cervicales. Je comprends pas ce qui m'arrive. Donc bon, il fait son examen. Il me dit bon, ok, bah je vous mets un anti-inflammatoire, des antidouleurs. Et il me dit est-ce que vous avez besoin d'un arrêt de travail? Je dis bah non. Enfin, c'est bon, on est vendredi, dimanche soir, ça ira mieux. Je pourrais retourner lundi au travail. Je sors, je ne sais pas comment sur mes 2 jambes, j'appelle ma mère, je lui dis: «Écoute, je suis accrochée à un poteau là parce que je tiens pas debout. Si tu m'entends pas, t'appelles Mike et tu lui dis que je suis à côté de la maison médicale et qu'il faut qu'il me récupère, quoi». Mmh. Mon mari, il est arrivé donc je lui dis: «Reste au téléphone avec moi le temps qu'il arrive», donc il est arrivé, il m'a récupérée, il m'a dit: «Par contre, il se passe quoi?» Il me dit: «Tu vu ta tête?» J'étais pâle mais vraiment blanche, quoi, et on est rentré à la maison. Je me suis allongée et je me suis pas levée pendant 15 jours. Mmh. Je me suis pas levée pendant 15 jours et enfin, c'était compliqué. Le dimanche arrive, il me regarde, il me dit: «Mais tu crois que tu vas aller travailler là comme ça demain?» Je dis: «Bah oui». Il me dit: «Non mais ouais, OK, bah prends la voiture, allez conduis, essaye». Je dis: «Bah non, je peux pas». Il me dit: «Bah bien sûr que tu peux pas en fait, tu vu ton état». Donc là, on retourne à la maison médicale de garde. On voit un autre médecin qui me dit: «Écoutez, vous allez aller je vous envoie aux urgences en fait, j'ai peur que vous fassiez une dissection de l'aorte, vertébrale», je crois qu'elle m'a dit. Parce qu'en fait, quand je me levais, la douleur s'intensifiait. Mmh. Donc de là, je pars aux urgences. Je leur explique mon cas, etc. Je leur explique ce qui se passe. Et au bout de, je sais pas, 3 4 heures, on me regarde et on me dit: «Mais non, mais madame, en fait, il faut prendre votre mal en patience. Vous prenez vos médicaments. Vous avez une migraine ophtalmique». Et là, en fait, je vais regarder. Je pense que j'aurais pu tuer le médecin, hein. Enfin, c'est pas méchant, mais je lui dis: «Mais écoutez, je sais très bien ce que c'est une migraine ophtalmique. Je n'ai pas une migraine ophtalmique. Par contre, c'est pas grave. Vous savez quoi? Donnez-moi mes papiers de sortie. Je vais m'occuper de moi-même toute seule». Je lui dis comme ça, hein. Il m'a dit: «Mais il faut pas». Je dis: «Non, mais il y a pas de faux pas. Ça fait 4 heures que je suis là. Vous prenez pas mes symptômes, en fait, au sérieux. Moi, c'est pas une migraine ophtalmique, donc laissez-moi sortir». Donc en plus, il était minuit, mais mon mari pouvait pas venir chercher parce qu'on pouvait pas laisser mes enfants tout seuls. J'allais pas les réveiller à minuit alors que le lendemain, ils devaient se lever tôt. J'appelle ma mère qui vient me chercher. Enfin bref, c'était un peu une galère, mais bon, on s'en est sorti. Mais du coup, je suis rentrée chez moi, donc je me suis réallongée. Et donc ça, c'était le dimanche. Le mercredi, donc on m'avait fait un arrêt de travail pour une semaine. Sauf que le mercredi, en fait, je vois que mon état s'améliore pas. Je retourne chez le médecin qui me fait faire des premiers examens. Il me dit, et là, il me dit, bah écoutez, madame, il va peut-être falloir aller voir un rhumato. Je vous mets de la morphine parce que la douleur elle était insupportable. Donc j'étais sous morphine. Et vous prenez rendez-vous chez chez un rhumato et on voit ce qu'il en est, quoi. Donc là, j'étais toujours en fait assistée parce que donc ma mère a dû faire les trajets et tout avec moi parce que moi j'étais incapable de conduire et je suis rentrée et j'ai essayé de trouver un rhumato tant bien que mal pour euh, pour commencer en fait le début des recherches de pourquoi j'avais mal comme ça, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que j'ai le sentiment, alors peut-être c'est parce que je suis trop en contact avec des personnes qui ont des problématiques chroniques, mais j'ai le sentiment que des douleurs chroniques, on peut tous plus ou moins faire un peu l'expérience de ça dans nos vies, nos quotidiens. On est de plus en plus à souffrir de douleurs de cervicales, de Mmh. bassin, enfin voilà. Mais là, toi, tu fais vraiment l'expérience d'une douleur aiguë extrêmement Oui, importante. et Qu'est-ce puis que tu partout, te quoi. dis à ce moment-là? C'est pas juste: «Ah OK, j'ai super mal, faut que j'aille voir l'ostéo», c'est vraiment tu as un Non, un point de douleur. Est-ce ouais. qu'il y a des pensées qui accompagnent cet état? Alors déjà, je l'ai senti tout de suite, que c'était pas une douleur comme d'habitude parce que
Quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de douleurs au niveau du bassin et des vertèbres. Donc, j'allais voir souvent des ostéos, etc. Mais en même temps, à l'époque, j'avais un métier qui était physique, hein. J'étais aide à domicile, donc je mettais ça sur le compte du travail. Mais là, je me rends compte que la douleur, elle est pas habituelle. À tel point que je dis à mon mari, en fait, je préfère accoucher sans péridurale que d'avoir mal comme ça. Parce qu'en fait, j'avais mal, mais vraiment enfin, des orteils aux yeux, quoi. Enfin, si on peut dire ça comme ça, vraiment de partout. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il m'arrive un truc grave? Comment je vais faire? Là, je suis clairement dépendante de mon mari et de ma mère, en fait, quand je dois aller chez le médecin ou pour me lever. À côté de ça, j'ai mon mari qui comprend pas non plus ce qui m'arrive et qui me dit, bah, je sais pas, fais un effort, lève-toi. Je dis, mais je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, vraiment, je ne peux pas. Dès que je me levais, je devenais blanche, je faisais des malaises. Donc, je faisais l'effort de me lever pour essayer de manger avec les enfants. Mais alors, je retournais tout de suite m'allonger parce qu'au niveau de la douleur, je supportais pas. J'ai l'impression que ma colonne vertébrale, elle allait s'effondrer, en fait. Mmh. Comme si l'ossature était plus très stable et que tout allait s'écrouler. Et là, tu m'expliques un peu comment voit ton mari au départ, cette douleur, donc peut-être un peu dans la minimisation avant de savoir ce qui se passe. Mm, Tes enfants, comment ils réagissent? Parce que j'imagine bien, tu en as 3 comme tu disais, ils sont, mm. ils savent tout palper, ils ressentent tout, ils observent Ouais. énormément nos réactions, nos manières d'être. Quand il y a des micro changements, les enfants sont tellement forts pour observer ça. Il en va de Mm, leur survie d'ailleurs. tout à fait. Comment Comment eux, ils ont réagi en fait? Tout d'un coup, ils voient leur mère qui est alitée pendant 15 jours. Tu disais c'était la période des vacances scolaires, donc ils devaient être en plus de Oui. ça en permanence à la maison. Enfin, quelle est leur réaction? Alors, à l'époque, ils étaient au centre de loisirs, en fait, parce que comme je travaillais, nous, on les avait inscrits parce que bah moi, je pouvais pas prendre des vacances tout le mois de juillet. Donc, c'est vrai que pour eux, je pense que ça a été compliqué, mais ils nous l'ont pas dit. Alors, c'est vrai qu'ils venaient me voir comment ça va, me faire des câlins, etc., mais ils nous l'ont pas dit. Et en fait, on s'est rendu compte que ça les avait vraiment marqués et travaillés, mais une fois qu'ils avaient repris l'école. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai eu cette crise, donc j'étais sous corticoïdes, etc., donc les douleurs, à un moment, donc la crise est passée, se sont calmées. On a décidé quand même de partir en vacances. Donc c'était un peu des vacances très compliquées, hein, parce que j'ai essayé de tenir bon pour les enfants, pour leur offrir voilà des jolies vacances, qu'ils puissent profiter et qu'on puisse profiter en famille. Sauf que quand je suis rentrée, en fait, c'était une catastrophe. Enfin, je me suis écroulée à nouveau. J'ai essayé de reprendre le boulot, ça a duré 2 jours, c'était pas possible. Et en fait, c'est à l'école, c'est une maîtresse qui m'a alertée. C'est la maîtresse de mon petit dernier qui faisait des ateliers aussi avec mon deuxième, parce que des fois ils faisaient des décloisonnements. Et elle m'a dit, écoutez, donc ils étaient au courant hein, que j'avais des soucis de santé. Voilà, on n'a rien caché à l'école. Et elle m'a dit, je vous dis pas ça pour vous culpabiliser, mais aujourd'hui, Mathéo, voilà, il nous a dit quelque chose. Donc il travaillait, je crois, sur les M, par exemple comme maman, vous savez, enfin tu sais la phonétique. Mmh. Et il disait, bah, et donc effectivement, il a dit M comme maman, et il dit à la maîtresse, tu sais, maîtresse, moi j'aimerais bien que maman, eh ben, elle ait plus mal au dos. Mmh. Ah, ça me travaille encore cette histoire, hein. Mmh. Et ça a été très dur en fait à entendre. Je sais que c'était bienveillant en fait de la part de la maîtresse qui m'a dit faites attention, peut-être discuter avec les enfants parce qu'ils ressentent les choses et ils vous le disent pas forcément. Mais que mon fils il ait dit ça à l'école en fait, Mmh. je me suis rendu compte qu'effectivement ça les avait travaillés tout simplement et que ça avait été également difficile pour eux alors qu'ils n'ont pas osé nous en parler. Donc aujourd'hui, on prend plus le temps de parler, de dire qu'effectivement, maman, elle fait les choses différemment parce qu'elle peut plus faire les choses comme avant. Même si aujourd'hui, moi, je m'écoute pas du tout alors que je devrais, et que je continue à faire plein d'activités, plein de sorties le week-end, etc. avec eux. Mais du coup, on verbalise un peu plus avec eux. Voilà, maman, aujourd'hui, elle a des soucis, effectivement. Alors moi, je leur dis j'essaie de pas rentrer trop dans les détails. Je préfère qu'ils restent encore dans leur innocence, qu'ils pensent vraiment que maman elle a mal au dos. Pour moi, ça me suffit. Enfin, ça me suffit Mmh. parce que ils savent que vraiment j'ai mal partout, partout, tout le temps. J'ai peur que ça les stresse encore plus. Et c'est pas ce qu'on veut en fait pour eux. C'est compliqué, lourd au quotidien. Ça te prend déjà énormément de place. Donc si s'ils s'inquiètent encore plus, c'est ça serait trop compliqué en fait. C'est Mmh. déjà que ça comment on dit? Ça a pris un peu de place au niveau de l'école. Aujourd'hui, je voudrais pas que
ça le fasse alors qu'ils sont un peu plus grands et que c'est un peu plus important que de la maternelle, quoi. Ouais, Enfin, je me suis pas très bien exprimée, mais tu vois où je veux en venir. très bien. Et si on rebobine un petit peu, donc tu as ton médecin qui te dit quand même, va falloir prendre rendez-vous chez un rhumato, donc Mm. il prend quand même en considération que ces douleurs, elles sont Oui. pas normales et qu'elles vont pas passer, juste avec, un anti-inflammatoire. Tout Si à je me fait. souviens bien, tu m'as dit que tu as eu une courte période d'errance médicale. Est-ce Mm. que enfin, comment ça a été pour toi quand même cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Alors c'était très compliqué parce que on a l'impression, enfin je me disais en fait je suis folle, c'est pas vrai, enfin j'ai pas quelque chose, j'invente, est-ce que c'est dans ma tête? Mmh. Parce que alors faut savoir que je suis tombée sur une secrétaire de rhumato qui a été vraiment géniale. Ça je le répète et je tiens à le dire. Quand on est écouté, parce qu'il y a vraiment ce côté humain qui se perd aujourd'hui. À tel point qu'en fait, j'avais trouvé un rendez-vous chez Doctolib, hein, pour être, enfin, parce que quand on a mal comme ça et qu'à la base, enfin, nous, on n'est pas suivi par des rhumatos, on prend vraiment ce qui est disponible et le plus vite possible. Et je l'avais appelé en disant, voilà, je suis une nouvelle patiente, enfin, j'aimerais un rendez-vous avec tel médecin. J'ai vu qu'il y avait une disponibilité tel jour. Par contre, voilà, il fallait que je vous appelle parce que vous ne me connaissez pas. Et je pense que à ce moment-là, elle a entendu la détresse dans ma voix. Mmh. Elle m'a avancé le mon rendez-vous. Elle m'a trouvé un créneau d'urgence. Et je crois que je la remercierai jamais assez. Cette dame, elle a été vraiment géniale. Et donc, on a eu un rendez-vous une semaine après. Donc, je vais voir ce fameux médecin qui me dit, OK, bon, bah, je sais pas et tout. Je sais pas trop ce que vous avez. On va tester ça. Vous allez faire une cure de 15 jours de corticoïdes. Et pareil, elle me dit, est-ce que vous avez besoin que je prolonge votre arrêt? Je lui dis, bah, écoutez, non, parce que moi, je dois partir en vacances avec mes enfants. Si je prolonge mon arrêt, bah, je ne peux pas. Et moi, je tiens vraiment à ce que mes enfants, bah, profite, quoi. Ça fait 2 semaines qu'ils voient leur maman dans un état pas possible. Moi, j'ai envie qu'ils changent un peu les idées. Il me dit, OK. Donc, je pars en vacances, je fais le fameux traitement de corticoïdes, toujours sous tramadol, sous morphine, etc. Donc, j'alterne et l'un et l'autre. Ça marche pas trop mal. Par contre, le matin, le temps que je prenne mes cachets, il me faut au moins 2 à 3 heures, le temps que ça fasse effet, que je puisse vraiment assurer ma journée, parce que j'avais toujours ces douleurs qui étaient impressionnantes. Donc, les vacances se passent pas trop mal. Sauf au moment où en fait le traitement s'arrête, parce que du coup j'avais 15 jours. Et là en fait cette nuit-là, les douleurs elles ont recommencé, enfin horrible. J'en ai eu des nausées, j'ai été malade toute la nuit avec des douleurs, alors qu'à la base je me levais juste parce qu'effectivement j'avais mal au niveau des épaules et que je voulais prendre un antidouleur. Et là en fait j'ai fait comme un malaise, hein. Je suis devenue toute blanche, à deux doigts de tomber dans les pommes. Enfin c'était très compliqué. Donc on revient des vacances, je retourne le voir. Et il sait pas trop, donc je lui parle de la spondylarthrite parce qu'effectivement, moi j'ai mon papa qui a la spondylarthrite. Donc je lui en parle, il me dit: «Oui, je sais pas trop, on va faire les tests». Alors il me dit: «Oui, bon bah, j'y crois, mais je sais pas, vous êtes quand même jeune, je pense pas, mais est-ce que vous avez eu quelque chose dans votre vie pour vous déclarer ça?» Je dis: «Bah non, enfin moi j'ai changé de travail il y a pas très longtemps, tout se passe bien, j'adore mon boulot, j'ai des responsabilités aujourd'hui, enfin j'ai une équipe au top, je travaille à 13 minutes de la maison, enfin je veux dire on peut pas rêver mieux quoi». Il me dit: «OK, bon, je sais pas, on va faire des tests». Après, bon, je suis pas contre une biothérapie, mais je sais pas. Enfin, il savait pas. Il était un peu perdu. Donc ça a duré comme ça, jusqu'à, je crois jusqu'à octobre, en fait. Et là, je retourne le voir. Donc mon mari venait quand même souvent, hein, au rendez-vous, parce que ça faisait quand même loin pour conduire. Et puis il voulait suivre et puis il dit: «Mais attendez, on pouvait pas la laisser comme ça, enfin elle a mal, enfin il y a quelque chose qui va pas, quoi». Et là, il me dit: «Bah écoutez, je vais demander un deuxième avis. Je vais m'adresser donc au CHU de Lyon, donc à Lyon Sud, qui est le plus proche de votre domicile. Et puis, vous allez aller voir mes collègues. Ils vont vous contacter pour un rendez-vous, etc. Et on verra ce qu'il en ressort». Je dis: «Bon, bah, très bien». Et effectivement, je crois que 2 semaines après, on m'a contacté. Par contre, on m'a proposé d'être hospitalisée pendant une semaine. Mmh. Donc, je suis passée une semaine là-bas. J'ai vu toute une équipe de médecins au top, vraiment géniaux, qui m'ont écoutée, qui ont fait des examens, donc ils ont fait des échographies de mésenthèse au niveau des talons, parce que je suis très embêtée aussi au niveau des talons, qui ont fait des radios des mains, qui ont fait des prises de sang, etc. Et qui ils m'ont mis également j'ai été sous anti-inflammatoire et autre chose en fait pour les douleurs neuropathiques. Donc pour essayer, parce que les nuits sont tellement compliquées avec les douleurs, à partir de 3 heures du matin, généralement ça s'enflamme et en fait on n'arrive pas à dormir. Et on va dire que les douleurs, quand vraiment elles s'installent, moi, j'arrive plus à la gérer, la douleur. Ouais. Donc, c'est très compliqué.
Et en fait, je suis tombée sur une équipe de médecins vraiment au top. Et comme je te disais, ils ne se sont pas juste fiés, tu sais, à leur bouquin de médecins, etc. Et je sais qu'ils ont une grille, ils ont fait un peu des liens entre ce qu'ils ont retrouvé aux prises de sang au niveau inflammatoire, mes douleurs donc d'origine inflammatoire la nuit, quand je leur dis que le matin, en fait, c'est une catastrophe, j'ai l'impression d'être un bout de bois quand je me lève. Le premier pas le matin, en fait, je me demande toujours comment il va faire mal, tout Ouais. simplement parce que bah au niveau des talons, au niveau des pieds, c'est très compliqué. Donc voilà, ils ont fait un peu des tableaux croisés, ils ont tout regardé, ils m'ont dit bah écoutez, ils sont venus, je crois, le jeudi soir. Et ils m'ont dit, bah écoutez, aujourd'hui, nous, on croit vraiment à ce diagnostic de spondylarthrite, donc axiale et périphérique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une biothérapie à visée thérapeutique, expérimentale, pardon, pendant 3 mois. Et puis, selon comment vous réagissez, s'il y a du mieux ou s'il n'y a pas du mieux, on verra ce qu'il en est dans 3 mois. Et je dis, OK. Donc, je suis sortie donc fin novembre. J'ai fait bah, du coup les vaccins qu'ils m'ont demandé de faire parce qu'il faut qu'on ait un vaccin, tu sais, pour les infections pulmonaires. Donc j'étais obligée de le faire. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et donc j'ai commencé ma biothérapie, ma première biothérapie qui a bien fonctionné. Par contre, on nous le dit bien, vous n'aurez jamais zéro douleur. Attention, il faut bien savoir qu'une biothérapie, enfin, dans la plupart des cas, il y en a qui ont plus du tout douleur. Mais moi, il m'avait dit, attention, vous n'aurez pas, il y a un risque que vous n'ayez pas zéro douleur. Il m'avait déjà prévenu, ça va intensifier, ça va diminuer vos douleurs, ça va vous aider pour le déverrouillage matinal, mais vous continuerez toujours à avoir quelques douleurs. Donc, on a testé ça pendant 3 mois. Il y a eu du mieux, il y a eu beaucoup de mieux, même s'il y a encore des choses qui vont pas. Et quand je l'ai revu au mois de mars, et ben, il a confirmé à 100% le diagnostic de spondylarthrite. Au mois de mars de cette année? Non, de 2024. Ah, Parce que je suis 2024. tombée malade le 21 juillet 2023, Ouais, on s'en précisément. souvient toujours de la date. Ouais, alors ça avait commencé le lundi, mais le 21 juillet, c'est le jour où je me suis retrouvée allaitée pendant 15 jours, Mmh. où je pouvais plus rien faire, où je dépendais clairement de mon mari pour, euh, pour tout ce qui est des choses du quotidien. Dans ce que tu partages, je suis assez touchée par les relations humaines auxquelles tu as été confrontée. Il y a cette secrétaire médicale du premier Mm, rhumato qui a fait fi de la question de ton rendez-vous sur Doctolib et qui t'a fait passer mm. en urgence, quelque part. Ouais, Ensuite, tu t'es retrouvée dans cette hospitalisation avec des médecins aussi qui sont vraiment à l'écoute, qui sont ouais. d'accord de croiser leur regard, de réfléchir là autour. À quel Mm, point tu penses que le contact et la relation humaine aujourd'hui sont importants quand on se retrouve dans ces périodes de vie où on ne sait pas ce qui nous arrive, où on est dans mm. l'impuissance, où on est dans la peur aussi, parce que le Tout corps à fait. manifeste des choses absolument affreuses. Mm. Hem, Quelle est son importance selon toi? Euh, Déjà, clairement, je pense que si j'étais pas tombée ou sur cette secrétaire ou sur cette équipe médicale, après, quand je dis médecin, enfin, moi, je pense que je pourrais même mettre les infirmières et les ASH dans l'eau parce que tout le Mmh. monde a été au top dans ce service, vraiment à l'écoute, vraiment. Enfin, je me suis sentie écoutée, considérée et comprise. Enfin, même si on comprenait pas au début tout ce qui pouvait m'arriver. En tout cas, je me suis sentie entendue. Et en fait, de se sentir entendue, Mmh. je pense que ça nous légitimise euh, dans un sens, de se sentir compris. Parce que quand on tombe sur quelqu'un qui dit non, mais vous avez rien, c'est dans votre tête. Enfin, moi, dans mon groupe de Spondy, j'en entends des personnes qui sont en errance médicale parce que je pense qu'on les a pas assez entendus en fait. On les a pas assez écoutés même et qu'on minimise peut-être la douleur de certaines personnes. Et moi, c'est vrai que dans mon malheur, j'ai eu la chance de tomber sur des professionnels qui m'ont écouté et qui ont tout vraiment checké de A à Z pour pouvoir soit bah, mettre le diagnostic de spondylarthrite sur place, enfin en place quoi, soit pour trouver d'où venaient ces douleurs en fait, pour Et trouver une justification. et selon toi, ça change quoi dans l'expérience du malade d'être justement écouté, considéré et compris? Je pense qu'on l'accepte peut-être un peu plus facilement en fait, quand on tombe sur des professionnels
qui nous jugent pas en fait et qui minimisent pas ce qu'on leur explique. On se sent plus légitime dans dans notre parcours en fait de patient quoi. Toi, ça t'a Donc permis tu une plus vois, grande acceptation de la maladie? je pense, déjà je me suis dit, bah si on m'écoute et que quelqu'un prend en considération mes douleurs, c'est que c'est pas dans ma tête, c'est pas moi qui l'invente. Tu vois? Parce que du jour au lendemain, ne plus se lever pendant 15 jours et avoir des douleurs vraiment horribles où j'ai l'impression qu'on te broie les os ou que tu peux même pas t'asseoir parce que tu as l'impression que tout ton corps va s'effondrer, comme si un échafaudage, tu sais, et c'était mal monté et que tout s'écroulait. Bah, je pense que oui, oui, ça aide à se dire, bah, en fait, non, je suis pas folle, j'ai vraiment quelque chose. Et aujourd'hui, peu importe le diagnostic, je suis écoutée et on va trouver une solution ensemble. Mmh. Voilà. Et ça a été top. Et ça, c'était ma grande frayeur parce que mon rhumato est parti sur le mois de novembre et j'ai eu un nouveau rhumatologue. Et l'ancien m'avait dit, écoutez, si vraiment ça le fait pas, vous me recontactez et puis j'essaierai de vous prendre dans ma patientèle. Après, c'est vrai qu'à Lyon Sud, c'est quand même assez proche de mon domicile. Donc moi, au niveau des trajets, ça m'arrange. Et finalement, je suis tombée sur un de ses collègues qui est toujours à l'écoute, bienveillant et voilà, qui continue le même parcours de soins que le reste de l'équipe de Rhumato. Et ça m'a quand même bien déstressée et soulagée de voir que ce nouveau professionnel était, même s'il me connaissait pas, enfin voilà, on va apprendre à se connaître. Bah, comment dire ça? Il prenait en considération mes douleurs et ce qui allait pas, quoi. Je Parce que pense des que tu fois, nommes, un point qui est essentiel et qui est transversal à tous les malades qui ont enfin trouvé des professionnels qui sont bienveillants et mmh, adéquats face à eux. Des fois, c'est le vrai parcours pour arriver face à ces tout à fait. personnes-là. Et en fait, Mmh, on a toujours un peu une petite angoisse latente de mmh, est-ce qu'il partira, quand il partira, qui c'est qui prendra en charge ensuite c'est ça. la pathologie, les conséquences sur ma vie. Enfin, c'est des vraies questions, quoi. Mmh, tout à fait. Tu nommais aussi le fait que ton père vivait avec la spondylarthrite et je me souviens que tu m'avais dit qu'à l'époque, tu minimisais ce qu'il vivait à tel Oui, point que tu retenais même pas le nom de la ouais, maladie c'est avec vrai, laquelle il vivait. Moi, je voulais c'est savoir vrai. comment tu regardes aujourd'hui, ce qu'il a pu vivre et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre lien, père-fille? Alors, il faut savoir que, avec mon père, c'est vrai qu'on a, un lien qui est un peu compliqué du part de l'histoire de mes parents, hein. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, leur séparation s'est pas faite dans les meilleures, conditions, donc ça a pas joué après sur la relation avec ses enfants. Alors effectivement, quand on a repris contact, peu de temps après, il m'avait dit qu'il était malade. C'est vrai qu'il me disait qu'il pouvait pas se lever, qu'il avait mal. Et c'est vrai que j'ai pas été très gentille, parce que je comprenais pas qu'on puisse avoir mal comme ça. Enfin, j'ai vraiment minimisé et c'est vrai que comme je te disais, enfin moi je retenais pas du tout, sa pathologie, pour moi, il m'a dit: «Oui, c'est la même pathologie». Alors ça va être très drôle, hein, mais que Franck Leboeuf et des fois je disais à mon mari: «Mais, c'est quoi la pathologie de Franck Leboeuf? Enfin, je sais pas ce que c'est. Enfin, qu'est-ce qu'il me raconte là? Je comprends pas». Donc j'ai pas été très très sympa, c'est vrai. Alors après je lui disais pas directement, hein. Donc j'écoutais, j'essayais d'être attentive, mais c'est vrai que, bah, c'est vrai que c'est pas facile à entendre, hein. C'est vrai que quand on l'avait toujours au téléphone, de dire qu'il allait toujours mal et cetera, bah, moi je me disais: «Putain, c'est pas enfin, il y a quelque chose qui va pas, enfin, il faudrait qu'il parle peut-être d'autre chose, qu'il demande comment vont les enfants». Enfin, tu vois? C'était un peu compliqué. Bref et quand je suis tombée malade, donc il m'a appelée dans la semaine, donc je lui explique que ça va pas, que je peux pas me lever et tout. Il me dit: «Ah bah, écoute, tu as peut-être une spondylarthrite». Je lui dis: «Une quoi?» Il me dit: «Bah, tu sais, moi aussi j'ai ça, je t'en avais déjà parlé». Je dis: «Ah bon, bah, écoute, peut-être». Donc c'est vrai que j'ai pris note pour le coup, bah, comme j'étais concernée, j'ai pris note. Mmh. C'est triste, hein, et je m'en veux, hein, d'avoir, réagi comme ça. Donc j'ai pris note et c'est pour ça qu'après, plus tard, j'en ai parlé. Donc j'ai pas parlé tout de suite, au 1er médecin, tu sais, que j'ai vu, parce que je me suis dit peut-être que c'était autre chose. Mais quand j'ai vu que l'histoire, elle traînait un petit peu, effectivement, là, j'ai mis ce nom sur la table, tout en laissant peut-être une possibilité à d'autres pathologies, hein, parce que, c'était pas, obligatoire que ça soit ça, attention, hein. Par contre, aujourd'hui, ce qui se passe dans cette relation, avec mon père, c'est que ça reste compliqué. Parce que si tu veux, lui, il estime que comme j'ai été diagnostiquée assez tôt, donc c'est vrai que par rapport à certains malades, pas eu 10 ans d'errance médicale. Alors, faut savoir, oui et non.
j'ai pas eu 10 ans d'errance médicale quand la spondylite s'est déclarée, mais au final, quand on va discuter un peu avec les médecins, on va se rendre compte que j'ai ça depuis très très jeune. Mm. C'est une espèce de douleur aux os, toujours embêtée avec ce bassin qui tient pas vraiment place, où je suis très douloureuse, etc., où je me blessais au genou, et en fait, c'était pas vraiment des blessures. Ça devait être des crises de spondylite, hein, tout simplement, quand j'étais jeune, parce qu'on me disait, mais tu fais pas de sport, comment tu peux avoir mal au genou, en fait? C'est la phrase que Bastien me disait tout le temps, mais comment tu peux avoir mal à tes genoux si tu fais pas de sport? Donc voilà, on va se rendre compte que c'était là depuis très très longtemps. Et du coup, pour en venir à mon père, oui, lui, il pense que bah, comme je suis jeune et que j'ai eu un traitement jeune, et bah, que je suis moins impactée par ma pathologie aujourd'hui que lui. Pour lui, Finalement, même aujourd'hui, en j'ai tant beaucoup. que malade, Ouais, des fois, on se comprend toujours pas. ouais, non, non. Alors lui, pour lui, effectivement, j'ai moins mal que. Alors, c'est horrible à dire, mais pour lui, je reprends ses mots. J'ai moins mal que lui et je serai moins impactée que lui parce que j'ai mis un traitement beaucoup plus tôt que lui et parce que je suis jeune. Mm. Je lui dis oui. Alors, effectivement, je suis jeune. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un traitement assez rapidement. Par contre, j'ai quand même 3 enfants. Je suis jeune, mais aujourd'hui, tous les projets qu'on avait, je ne sais pas si on va pouvoir les emmener à terme, en fait, parce que c'est invalidant dans tous les sens du terme, en fait, que ça soit dans ma vie de tous les jours pour m'occuper de mes enfants, que ça soit dans ma vie de tous les jours pour cuisiner, par exemple, parce qu'aujourd'hui, j'ai dû acheter des couverts quand même ergonomiques, hein, parce que mes doigts, bah, mes mains, etc., sont douloureuses ou assez raides, donc c'est difficile. Donc, je suis pas sûre qu'en ayant déclaré cette maladie jeune, ça soit quand même moins contraignant que si on la déclare à 50 ans. Mm. Parce qu'à 50 ans, il a quand même déjà fait sa vie, ses enfants sont quand même grands. Donc, alors, je Ça- minimise pas ses je douleurs, dis toujours, mais la comparaison, c'est du poison, et ouais, c'est vraiment ça, alors quelque que part. moi, je me compare pas. Aujourd'hui, c'est vrai que de mon point de vue, maintenant que je suis malade et que je sais en fait les douleurs, je comprends. Mais c'est vrai qu'il minimise les miennes, tu vois. Mm. Et ça, en fait, je trouve c'est triste parce que du coup, quand il me demande comment ça va, bah c'est vrai que moi je lui dis écoute ça va. J'ai pas envie, par exemple, quand on me demande si ça va, je j'ai pas envie de dire oui bah ça va pas, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, je devrais le dire tous les jours et j'ai pas envie qu'on garde cette image de moi en fait, de ah bah elle est malade, elle est toujours en train de se plaindre. Bah non, alors c'est vrai qu'il y a des jours où on a besoin de le dire. Oui, voilà, aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui j'ai mal, mais il y a des jours où j'ai juste envie de dire ça va. Mm. Ça va, je vais passer au-dessus de la douleur, on va faire la journée, je vais m'occuper des enfants, on va sortir. Et en fait, quand je lui dis que ça va, il me dit oui, bah t'as de la chance parce que moi ça va pas. Bah oui, mais en fait j'ai de la chance, mais en même temps je fais des choses pour aller mieux en fait. J'adapte mon quotidien, donc j'ai adapté mes couverts pour cuisiner. Je vais chez le kiné une fois par semaine minimum. Des fois, bah quand ça, j'ai des douleurs qui sont intensifiées comme l'été dernier, on a fait 2 séances par semaine. Voilà, lui, c'est pareil. J'ai un professionnel qui est top, qui est à l'écoute, qui adapte à chaque séance selon mes douleurs par rapport au renforcement ou aux étirements des exercices qu'il met en place. Donc, je fais tout pour aller mieux. J'ai un traitement, je fais des exercices aussi à la maison. Euh, C'est en tout fait, si, un quotidien qui est vraiment réadapté. tout à fait, parce que j'ai envie de m'en sortir et d'essayer d'aller mieux et le plus, enfin, et que mes enfants gardent l'image d'une maman bah, souriante, parce qu'à un moment j'avais perdu mon sourire, mais le plus souriante possible, même si voilà, on sait très bien qu'avec 3 enfants, c'est toujours très compliqué, mais ouais, j'ai pas envie de donner cette image de personne malade, en fait, tout simplement. Enfin, tu vois, c'est fou à dire, hein, mais parce que, ouais, j'aime pas cette image, en fait. Tu sais ce que tu n'aimes pas dans ce que représente une personne malade, par exemple? Peut-être le fait de me sentir vulnérable. C'est puis c'est vrai que je suis toujours très voilà avec la spondylarthrite j'ai une espèce de fatigue chronique qui s'est installée et comme tu sais je te disais aujourd'hui je continue à prendre soin de moi donc déjà c'est pour ça aussi je donne pas l'image d'une je veux pas donner l'image d'une personne malade parce que ça me permet de garder une partie du mois d'avant. Parce qu'aujourd'hui bah je ne peux plus travailler, c'est toujours très compliqué. Tout ce que je fais en fait c'est fractionné parce que je peux pas par exemple et passer aspirateur et faire et vider de la vaisselle, ça je peux pas faire. Ouais. Tu vois, je suis obligée de m'asseoir 5 minutes ou faire un étirement pour enchaîner mes journées. Mais je vais le faire. Hein. Je vais le faire, ça va prendre du temps, mais je vais le faire parce que aujourd'hui, comme je t'explique aussi, bah, mon mari effectivement bah, travaille et je me sens coupable d'être à la maison.
Pas de rien faire, hein, parce que je m'occupe, voilà, de ce qu'il y a à faire à la maison, des courses, des enfants. Mais je me sens coupable, en fait. Je me sens des fois inutile. Enfin, tu vois, c'est triste, hein, mais avant, j'avais voilà, les enfants ont grandi, j'ai repris mon boulot, j'ai changé de boulot, j'ai évolué, donc c'est top. J'avais cette envie de grandir professionnellement, si on peut dire, parce que voilà, j'avais fait alors j'avais pas fait mon rôle de maman, mais j'avais pris du temps pour mes enfants, et aujourd'hui, je voulais prendre du temps pour moi. Donc, c'est-à-dire euh, retravailler, avoir pas une grosse carrière, mais voilà, professionnellement, être reconnue en tant que telle. Et aujourd'hui, je ne le suis plus. Mmh. Je ne suis plus parce que je peux plus travailler. Et donc, je me sens utile. Donc, c'est pour ça que je me sens coupable, en fait, d'être à la maison alors que je suis malade et que je ne devrais pas me sentir coupable. Mmh. Je trouve intéressant comme tu expliques que le fait de prendre soin de toi et je peux mettre aussi dedans de ce que j'ai pu entendre, de ce que tu m'as déjà dit hors antenne, le fait que, tu aimes aussi te maquiller, te pouponner, te faire jolie, enfin tout ça. Mm. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un liant entre l'avant et l'après, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui reste intact. Et Tout c'est à fait. souvent ce qui est très difficile quand il y a un avant et après qui crée une fracture pareille dans la vie du malade, c'est qu'en fait, tout se délite et on n'arrive plus à rien retrouver de ce qu'on était avant. On Mm. n'arrive plus, justement, tu parlais du ménage, ça peut paraître tout bête, hein, mais moi, Mm. personnellement, avant, je me faisais 3 heures de ménage intensif une fois par semaine et c'était bon. Maintenant, je peux faire chaque jour des micro-bouts. Enfin, C'est ça. on doit tellement réinventer un quotidien et même des fois une façon d'être au monde que de garder des choses qui sont non fractionnées, qui n'ont pas bougé Mm. d'avant, bah, ça a l'air d'être important. En tout cas, ça l'est pour toi. Ouais. Et C'est ça, bah, ça rassure un peu de mmh, se dire qu'on peut encore faire ces choses-là. Parce que, par exemple, tu vois, moi, j'ai les cheveux qui sont très longs. Ça peut paraître bête, mais me coiffer, c'est une horreur. Je ne compte pas le nombre de fois le matin où j'avais les larmes aux yeux parce que j'arrivais pas à faire une couette, en fait. Où je recommence 10 fois parce que j'ai mal aux épaules, du coup, ça finit pas comme il faut. Et puis, bah, on est impuissant, bah, donc on se pose, on se relaxe, on réessaye, on réessaye, on réessaye. Et puis, au bout de la 15e fois, on arrive à s'attacher les cheveux, quoi. Enfin, c'est un geste qui paraît tout bête, vraiment pour des millions de on personnes. s'en rend compte quand Et on au est final, malade que c'est plus mais du c'est tout ça. tout Et bête. en fait, on se rend compte quand on est malade qu'au finalement, ça demande une énergie folle, Ouais. parce qu'au niveau des bras, donc il faut lever les bras, ça tire sur les épaules. Puis moi, du coup, je le fais assise parce que j'ai une chaise dans la salle de bain. J'ai une chaise dans la salle de bain. Régulièrement, j'ai un tabouret aussi dans la baignoire. J'ai une chaise dans la cuisine. Enfin, tout ce qui peut paraître simple est très difficile au quotidien. On a l'impression d'avoir des chaînes, des boulets aux pieds dans le corps. Mmh. Tout demande 10 fois plus de force, quoi. Et je pense que toute personne malade qui a des cheveux longs réalise à quel point ça devient une tâche très Mm, difficile, que ce soit de c'est ça. les nettoyer, que ce soit de se les Mm. brosser ou de les fener. Enfin, je sais pas si on dit sécher peut-être en France, pas fener, Ouais, c'est peut-être trop suisse. sécher les lycées, ouais. Mais moi, par exemple, je me réjouis de cette période de chaud parce que ça fait plusieurs semaines que je peux ne plus sécher mes cheveux en sortant Mm, du bain, quoi. Alors que c'est un calvaire, que des fois, c'est mon conjoint qui le fait à ma place pendant mm. l'hiver. Mais voilà, il y a par exemple plein de malades qui vont décider de se couper les cheveux, voire de se les raser Ouais. parce qu'ils en peuvent plus de Mm. la fatigue que ça génère. Et Tout d'autres à qui fait. font le choix de dire non jusqu'au bout. En fait, je Mm. veux garder cette je sais pas comment on peut appeler ça, mais je veux garder en tout cas cette chevelure si c'est Oui, possible. oui, mais c'est ça. Et c'est des choix qu'on fait, mais qui demandent aussi de l'énergie. Mm. Mais je me suis posé la question, hein, si j'allais pas me couper les cheveux, hein. Mais j'ai dit non. Je pense Et qu'on en se fait, l'est je tiens trop fait à mes cheveux. poser. Tu nommais aussi la question du travail et j'aimerais bien qu'on vienne un petit peu sur le sujet. Quand tu as eu toute cette période de crise, un peu cette période de petite errance médicale, mais où il y avait quand même beaucoup de rendez-vous médicaux, de questionnements là autour, Mm. est-ce que tu es retournée à ce moment-là au travail pendant une période? Comment ça s'est passé? Alors, je suis retournée quelques jours après les vacances d'été. Sauf qu'en fait, ça allait pas du tout parce que j'avais toujours cette espèce de douleur sur la tête et toute sur la colonne. Et en fait, je pouvais pas rester assise, hein. Un jour à ma pause, bah, la veille de mon arrêt, je me suis isolée dehors et j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus de cette douleur. Enfin, il y a un collègue, hein, qui était venu me voir pour me dire est-ce que ça va, est-ce que c'est le boulot qui va pas et tout. Je dis non, non, c'est juste que j'ai très très mal et que ça va pas. Donc à partir de là, j'étais en arrêt, mais j'ai jamais coupé le lien, si tu veux, tu sais, avec mon travail. J'envoyais toujours mes arrêts. Puis en plus, j'avais Teams sur mon téléphone, donc je suivais un peu ce qui se passait au niveau du boulot, etc.
Et après l'hospitalisation de novembre, donc fin novembre, début décembre, j'ai laissé passer un premier mois de biothérapie. Et en janvier, après les fêtes, j'ai recontacté en fait mon travail. Donc j'ai appelé mon employeur en disant bah voilà, écoute, aujourd'hui je suis sous biothérapie. Moi j'aimerais bien essayer de revenir au boulot quoi. Et puis au pire de faire un mi-temps thérapeutique, enfin pour y aller en douceur, voir comment ça se passe quoi, tout simplement. Et là il m'a dit texto, il m'a dit par contre j'ai plus de boulot pour toi. Donc il Wow. m'avait remplacé. Il m'a dit j'ai plus de boulot pour toi. Par contre, bah, comme tu es en CDI, va falloir que je t'en trouve. Donc si tu veux, passe à l'agence et on en discute. Je dis ok. Donc je vais à l'agence. D'ailleurs, c'était un moment très très violent parce que je suis arrivée un peu en avance et j'ai été voir mes anciens collègues. Hein. Je suis allée dans mon open space et ils m'ont pas regardé. Ils m'ont pas regardé, c'est-à-dire que j'ai dit bonjour à tout le monde. On m'a pas demandé comment j'allais. Enfin, il n'y a pas eu de communication. À un moment, j'ai essayé avec mon binôme de sortir. Enfin, je sais plus, je lui ai dit quelque chose pour voir si on pouvait réinstaurer le dialogue, parce que bon, je peux comprendre que quand on n'a pas vu quelqu'un depuis 4 mois, on sait pas trop comment ça va se passer. Donc, j'essaie du temps de la main, si on peut dire ça comme ça, pour essayer de discuter avec elle et bah, elle m'a pas regardé. En fait, elle m'a checké la main et enfin vraiment, elle m'a pas regardé quoi. Donc j'ai dit ok, donc je me sentais super mal, donc je suis sortie du bureau et je suis montée à l'étage. J'ai attendu que mon boss il finisse de sa réunion. Et là il m'a dit bah écoute ouais aujourd'hui j'ai plus de boulot, peut-être que j'aurai un truc mais je sais pas si ça va nous convenir. Par contre ça sera du 100% présentiel donc il voulait pas de télétravail. Sauf qu'en parallèle moi j'avais vu que la médecine du travail donc il aurait fallu adapter mon poste etc et acheter enfin investir sur plein de choses parce que bah il me fallait une chaise ergonomique, un clavier, enfin tout un tas de trucs. Et il était pas trop pour en fait que je revienne. Il me dit parce que sinon je te propose une rupture conventionnelle pour que tu t'occupes de ta santé. Super violent. Ouais. Super violent. Je... Donc à ça, je suis sortie. J'étais un peu perdue. Je savais pas trop. Je me disais oui. Alors est-ce qu'il veut me reprendre? Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on n'essaye pas? Enfin, je savais pas comment faire. Donc j'ai vu en fait avec la médecine du travail parce que j'ai pris rendez-vous avec eux. Elle m'a dit, écoutez, de toute façon, là, vous allez pas bien. D'une, vous êtes fatiguée, vous êtes encore très douloureuse. Prenez votre temps. Prenez votre temps et puis après, on voit. Donc, je lui explique que mon employeur, il est pas trop pour adapter mon poste, qu'aujourd'hui, c'est même pas s'il a un poste pour moi, enfin, etc. Et au final, ça a traîné comme ça pendant quasiment 2 ans. Et en fait, j'y suis pas retournée parce que mon état de santé ne s'est pas amélioré. Et en fait, je me suis dit, bah, comment je vais faire pour retourner dans un bureau dans lequel où j'étais très très bien, hein, où Mm. j'adorais l'équipe avec qui je travaillais. Et comment je vais faire si je dois retravailler avec quelqu'un qui m'a même pas regardé quand j'ai été la saluer, quoi. Ouais. Moi, c'est un sujet qui me touche énormément parce que je pense qu'il y a du trauma chez moi aussi là Mmh, derrière sur cette question du travail et de la non-compréhension des gens. mmh, Parce que moi, j'ai dû m'arrêter de travailler presque à l'instant où je suis tombée malade. J'ai été en arrêt et ça a duré jusque-là. Et en fait, j'ai réalisé à quel point certains liens que je pouvais entretenir dans ce domaine-là, qui, j'avais le sentiment, étaient privilégiés, étaient chouettes, même complices. mmh, Et ben, dès lors où je suis tombée malade, il y a un petit noyau de personnes, ceux qui travaillaient dans le service avec moi, qui ont été présents, mmh. mais tous ceux qui ont entouré ça n'ont quasiment jamais pris de mes nouvelles, certains jamais en fait, Ouais, tout court. mmh, Alors que tous les jours, on pouvait être en échange. Et je trouve ça extrêmement touchant de se dire: «Mais en fait, c'est comme si on nous en voulait tout à fait. que notre santé, parte Mmh, complètement en vrille». Alors que c'est le moment de notre vie où on a le plus besoin d'être soutenu et comme tu mmh. disais avant, écouté, considéré, compris. C'est ça. Et effectivement, je me suis vraiment sentie coupable, hein, coupable d'être tombée malade et d'abandonner mon équipe, alors que, enfin, j'y suis pour rien, quoi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, ça m'est tombé dessus. Et puis, bah, malheureusement, aujourd'hui, ça peut tomber sur n'importe qui, à Bien n'importe, sûr. enfin, tout le monde peut développer une maladie, que ce soit invisible ou non, ou avoir un accident du jour au lendemain. Enfin, Mmh. on le demande pas, hein. Moi, j'ai pas choisi, j'ai pas demandé. Et puis, enfin, c'est vrai que je lis une phrase souvent, mais si j'avais choisi une pathologie, j'aurais peut-être choisi quelque chose qui se voit, Ouais, plutôt que quelque chose qui se voit pas, parce que aujourd'hui, tu vois, le fait d'avoir une pathologie invisible, d'en plus continuer à prendre soin de moi, effectivement aujourd'hui je sais que ça, enfin on doit penser que je fais semblant ou que je suis pas malade. Sauf que comme dit mon mari, sauf que oui, il te voit à l'extérieur,
mais ils savent pas ce qui se passe à la maison en fait. Tous les soirs où, par exemple, je me roule sur le canapé ou quand je fais mes étirements ou par terre, que je me tortille parce que j'ai mal, quand je pleure, les nuits que je passe à marcher dans le salon parce qu'il faut que je me déverrouille parce que je peux pas rester allongée. Tous les à côté, hein, les kinés le kiné le kiné toutes les semaines, les suivis de rendez-vous médicaux et tout ce que peut engendrer une spondylarthrite, parce que effectivement on a ces douleurs chroniques au niveau des articulations, parce que moi je suis atteinte vraiment des orteils, jusqu'aux yeux, comme je te disais. Des fois j'ai même des crises à la mâchoire où je ne peux pas manger parce que je ne peux pas croquer. Donc ça c'est quand même invalidant. Enfin aujourd'hui, qui a ce genre de douleur? Et à côté, il y a d'autres pathologies qui s'associent. Hein, parce que la névralgie d'Arnold, ceux qui l'ont savent que c'est plus que douloureux. En fait, vraiment, c'est horrible. On a des troubles neurologiques également qui se développent à côté. Je veux dire, c'est un package que je souhaite à personne. Hein. Enfin, vraiment. Après, aujourd'hui, je fais comme bien la différence entre ma pathologie. Je sais qu'il y a des pathologies qui sont quand même beaucoup plus graves, qui demandent encore plus de traitements, etc., beaucoup plus importants. Mais c'est quand même invalidant au quotidien, quoi. Tu parles d'invalidité et tu as justement fait une demande d'invalidité avec ton Ouais. médecin. Qu'est-ce que ça représente symboliquement pour toi d'être considéré comme invalide? Bah, ça a été très compliqué, hein, la validité, hein, pour moi. J'ai dû mettre un suivi psychologique en place parce que j'acceptais pas de dire au revoir à ma vie professionnelle, hein, tout simplement. Après, ça m'a aidé encore une fois à accepter, hein, parce que si tu veux, avant l'invalidité, je me disais toujours bon bah peut-être que ça va peut-être se guérir un jour, hein, peut-être qu'un jour je vais me lever et tout ira bien. Et en fait, le fait que le médecin et même la médecine du travail me parlent d'invalidité, alors que je suis quand même assez jeune, euh, j'ai pas eu le choix que d'accepter, en fait, de me dire bah non, bah en fait c'est bien là. Ça partira pas ou partira pas de suite en tout cas, parce que je sais qu'il y a des patients, hein, des fois qui sont en rémission, hein, de la spondylarthrite et que un peu plus tard s'en sortent bien et ils ont quasiment plus de douleur. Donc je me suis dit bon bah ok, bon bah aujourd'hui j'ai un traitement. Maintenant le médecin et la médecine du travail me parlent d'invalidité. Je viens de voir la Sécu qui m'a dit bah ok, bah votre état en fait est légitime, hein, de toute manière, donc il y a pas, on va pas aller chercher plus loin. On peut pas, enfin les faits sont là. Donc je pense que ça m'a aidé à accepter ce qui m'arrivait. Ça a mis du temps, hein, mais aujourd'hui encore j'ai une colère, hein, en moi de d'avoir cette pathologie, mais petit à petit, on accepte, hein, et puis on adapte au quotidien parce que chaque jour est différent. Mmh. Chaque jour est un nouveau jour et chaque douleur enfin, les douleurs, elles se baladent un peu tous les jours, tu vois, donc on sait pas trop comment va se passer la journée. Une conseillère en prévoyance t'a dit: «Vous avez une bonne rente, ce n'est pas le cas de Mm. tout le monde». Ouais. Est-ce normal selon toi de mettre de la culpabilité sur le dos des malades qui sont reconnus et soutenus? Non, 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 pas du tout. Là, cette phrase, franchement, je pense que je l'aurais en face de moi, je l'aurais dit, enfin, clairement. Faut savoir, comme je t'expliquais, que pour ma prévoyance, donc en plus, c'est ma conseillère bancaire, hein, qui m'a dit: «Vous avez droit à une prévoyance» et tout ça, enfin, qui m'a vachement, orientée parce que moi, j'étais loin de, tu sais, quand on fait des prêts et cetera, on met des assurances en place, mais je me suis pas du tout occupée de cette partie-là, hein, donc moi, j'étais à 10 000 lieues de tout ça. Et il faut savoir que quand j'ai fait ma demande de prévoyance, donc ça a duré quasiment 6 mois, parce que j'ai envoyé tous mes comptes rendus, etc. Ils m'ont demandé ils m'ont demandé sur 10 ans un récap de la part de la sécurité sociale par rapport, tu sais, pour savoir si j'avais été beaucoup malade, etc. En fait, pour juste savoir si j'avais déjà la spondylarthrite avant. Tu vois, enfin, c'était très compliqué. Et ils m'ont demandé aussi le compte rendu de la médecine, du médecin conseil de la sécurité sociale, donc pour savoir ce que lui il avait dit. Je lui ai dit mais écoutez, vous pouvez me demander tous les papiers que vous voulez. J'étais pas malade avant en fait. Je lui dis moi, vous me demandez un document dans 5 minutes. Enfin moi j'ai mon dossier, je vous le donne quoi, votre document, il y a aucun problème. Et ça a duré 6 mois comme ça, jusqu'à ce que du coup j'envoie tous ces documents, que ça passe en commission, que je vois un médecin. Enfin c'était compliqué. Enfin on a l'impression de, je me dis, mais comment ceux qui, enfin, j'avais une colère à ce moment-là en moi. Et je me dis, mais bordel, si je suis pas mon dossier, parce que toutes les semaines, hein, j'appelais, hein, toutes les semaines, je disais, mais où en est mon dossier?
Est-ce que c'est passé? Est-ce que vous avez besoin de documents? Enfin, je suivais vraiment le truc. C'était épuisant, vraiment épuisant. Et puis de se sentir jugé. Et enfin, et je me suis dit, mais bordel, le corps médical aujourd'hui me met un traitement qui est une biothérapie, qui est pas non plus, enfin, c'est pas anodin une biothérapie, hein, c'est pas du Doliprane. Et aujourd'hui, vous remettez en cause ma pathologie. Mais on va où en fait? Vous n'êtes pas médecin. Donc, ils ont donné ça à leur corps médical là. Et un jour, effectivement, ça a été enfin mis en place. Et donc, la conseillère m'appelle et c'est vrai que là, elle me dit, bah voilà, c'est mis en place et tout. Donc, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon, c'est vrai que vous avez de la chance, hein, vous avez une belle prévoyance. C'est pas le cas de tout le monde. Je dis, mais attendez, enfin, j'ai envie de dire, mais ça sort de ta poche en fait. Je l'ai choisi d'être malade et enfin, en fait, aujourd'hui, on signe des trucs. Si un jour il nous arrive quelque chose, mais quand il nous arrive quelque chose, ben en fait, on a droit à rien. Il faut se battre et se battre. Alors je leur dis, mais vous savez, moi, je suis légitime dans ma demande. J'ai aucun souci, j'ai rien à cacher. Donc je leur dis, hein, j'ai rien à cacher. Donc demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous le transfère, mais vous traitez mon dossier et vous mettez ce que j'ai droit en fait. Et je trouve Mais terrible on a de la chance parce que je trouve qu'il révèle plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est que ça met une culpabilité énorme sur le dos des personnes malades qui peuvent enfin avoir accès à une reconnaissance. Et en même temps, je trouve que ça montre à quel point les malades sont tellement pas reconnus usuellement que quand ils le sont, on finit par dire vous avez de la chance parce que en général, c'est tellement la galère pour beaucoup. c'est ça. Et ouais, ça montre tout ce paradoxe. Enfin, après, 6 mois, enfin, c'était 6 mois. Je pense que la conseillère s'est pas rendue compte parce que 6 mois, je pense qu'on peut regarder les coups de fil que j'ai passés. Tous les 2 jours, je les appelais parce Ah, bien qu'en sûr. fait, il faut savoir qu'il faut rien lâcher, hein. Non, non. Parce que ils ont tellement de demandes que les dossiers passent aux oubliettes. Puis en plus, à un moment, ils avaient même confondu mon dossier parce qu'il y avait un autre patient, enfin un autre adhérent du coup, parce qu'on parle de la mutuelle, qui avait le même nom que moi. Ils avaient confondu les dossiers. Sauf que moi, j'étais malade parce qu'un jour, le siège m'a appelé pour me dire oui, on a pris en compte, ça va être étudié. Et j'ai gardé ce numéro. Et en fait, bah, tous les 3 mois, je suis obligée de les appeler parce que mon dossier est toujours n'importe comment. Et il me dit comment vous avez eu ce numéro? Parce que du coup, j'appelle le numéro, je mets mon ancien numéro de siret de boulot. Et du coup, j'ai des vrais professionnels qui peuvent traiter ma demande et qui résolvent mon dossier en 2 secondes, quoi. Et tout est en place. Mais enfin, franchement, c'est le parcours du combattant, hein. On n'a vraiment pas besoin de ça parce que, comme je disais, une fois, je suis tombée sur une conseillère qui savait très bien ce que c'était la spondylarthrite. Elle m'a dit, je vous comprends parce que c'est vrai que en tant que malade, on est déjà fatigué. Enfin, le corps est lourd, le corps est fatigué et douloureux. Si en plus derrière, faut se battre, mais vraiment se battre pour des droits Et ça, auxquels on. je connais aucun malade qui ne doit pas se battre pour avoir ses droits. Aucun. que- Ouais. Pardon? Non, j'allais dire que ça soit long, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a aucun souci. Mais en fait, justifier 15 000 fois ta situation médicale, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Mais bon. Aujourd'hui, ton mari est devenu un soutien très concret. Il te porte parfois même jusque dans la baignoire. Comment votre couple, il a traversé cette transformation et qu'est-ce que ça change dans l'intimité et dans la façon de s'aimer? Alors, déjà, c'était très compliqué au début, hein. Faut savoir qu'il comprenait pas ce qui m'arrivait. Alors, enfin, moi-même, hein, si moi-même, comme il dit, si toi-même tu comprends pas ce qui t'arrive, pour un regard extérieur, ça peut être compliqué. Parce que essayer de comprendre les douleurs que son partenaire a, c'est toujours très compliqué. On a beau les expliquer, on les ressent pas. Donc, il y a quand même une part d'incompréhension. Donc, je sais qu'il s'est beaucoup renseigné pour essayer de comprendre ce qu'était une spondylarthrite. Aujourd'hui, je pense pas que ça ait changé grand-chose entre nous, en fait. C'est vrai qu'il fait plus attention. Alors, il s'occupait déjà beaucoup. Il était déjà très investi au sein du foyer, hein, mon mari. Sur ça, j'ai aucun problème. Mais aujourd'hui, par exemple, des fois, c'est vrai qu'il dit bon, écoute, si tu veux, je prends les enfants, comme ça, tu te reposes un peu. On va 1 heure ou 2 au parc et comme ça, t'es un peu plus apaisé. Tu peux prendre un peu le temps pour toi. Il prend énormément aussi le relais le week-end, parce que la semaine, c'est très compliqué, il travaille jusqu'à tard. Mais le week-end, c'est vrai que je touche pas un couteau ou une casserole des fois du week-end. Et en fait, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément de savoir qu'il est là. Après, il me dit, moi, je suis impuissant au niveau de tes douleurs. Mais c'est vrai qu'à côté, rien que de préparer un repas ou de se sentir soutenu moralement, bah, c'est important en fait. Ça aide quand même au quotidien. Tu vois, il me dit: «Allez, c'est bon, j'ai fait à manger, viens». Des fois, il me fait des petits massages parce qu'il sait que ça détend un peu les systèmes nerveux. Du coup, au niveau des douleurs, on arrive mieux à les gérer. Il m'a installé une barre dans la salle de bain, dans les toilettes, pardon, pour que je puisse m'aider à me lever.
Et puis, dans la salle de bain, de temps en temps, il est toujours là pour savoir si je suis pas tombée, si tout va bien. Donc, non, non, c'est un vrai soutien. Après, il essaie de me faire rire parce que c'est vrai qu'à un moment, j'avais perdu mon sourire. C'était très compliqué. Tu sais, j'avais cette phase de colère où je comprenais pas. Donc, et c'est vrai que mon mari, il passe beaucoup par l'humour pour essayer de dédramatiser, d'accepter les choses. Hmm. Après, tu sais, ça fait bientôt 20 ans et 10 ans de mariage. Donc, je pense qu'au niveau amour, on a plus, enfin, on va pas dire qu'on a plus rien à se prouver, mais on est toujours là l'un pour l'autre. Donc, Hmm. sur ça, il y a pas de débat. Tu m'avais dit aussi que tu avais fait un deuil très fort, c'était celui de voir moins de monde, de perdre des liens. Mm. Comment tu vis aujourd'hui ce rétrécissement social? C'est compliqué, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, c'est vrai que d'aller à l'école chercher mes enfants, ça me permet de garder un peu de lien avec l'extérieur, parce que bah, en étant à la maison, on voit pas grand monde, on voit pas les médecins, quoi. Donc, c'est pas non plus l'idéal. Euh, donc, c'est vrai que j'essaye de discuter avec d'autres parents autour de l'école. Ça me permet de garder ce petit lien social auquel je tiens. Mais après, oui, je sais que par exemple, à l'époque, je sortais quand même un petit peu avec d'anciennes collègues. Et quand je suis tombée malade, il y a eu un lien qui s'est coupé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus du tout de nouvelles, hein, tu vois. Donc, je pense qu'elles ont pas trop cherché à savoir ce qui se passait. Après, je leur en veux pas, hein, c'est comme ça. Et il y a des liens qui sont faits pour durer et d'autres, bah, pour se terminer. Si jamais elles ont pas voulu donner de nouvelles, bah, c'est leur droit. Après, moi, j'ai demandé des nouvelles à l'une d'entre elles que j'apprécie énormément. Et en fait, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de retour. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher. Aujourd'hui, avec la spondylarthrite, il faut savoir que j'ai fait un travail sur moi-même, c'est-à-dire que j'ai plus le temps enfin, j'ai plus le temps. C'est un peu fou à dire, mais j'ai plus envie de me prendre la tête pour rien, en fait. J'ai assez à gérer entre mes douleurs, le quotidien de maman. Donc, en fait, les petits trucs futiles ou sans importance, j'ai plus du tout envie de mettre mon énergie là-dedans. Hmm. Donc, voilà. Ouais. Moi, Johanna, j'arrive sur mes 2 dernières questions de fin. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose avant? Bah, je pense que ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est vrai que chacun a son parcours, mais il faut s'écouter. Et quand on a ce ressentiment, dire, Ce enfin, je sais plus ressenti? parler. Ouais, ce ressenti, pardon, que quelque chose ne va pas, et que si on n'est pas écouté par un des professionnels, il faut pas hésiter à reconsulter ailleurs, en fait, tout simplement, parce que à un moment donné, on va trouver quelqu'un hein, qui va prendre nos soucis, nos douleurs en considération, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et je vois tellement de témoignages passés de personnes qui se sentent pas écoutées ou légitimes. Je me dis, mais en fait, c'est parce que t'as pas le bon professionnel. Ouais. Il faut trouver quelqu'un qui ait aussi ce côté humain pour t'écouter et pour pouvoir du coup mettre les actions en place nécessaires pour du coup soulager un peu ces douleurs et trouver la cause de ces douleurs surtout. J'allais te demander quel message tu voulais faire passer aux personnes qui vivent avec une maladie invisible. Est-ce que c'était ça ta réponse quelque part? Oui, c'était ça, oui, oui, de toujours s'écouter en fait. Alors s'écouter dans le sens où déjà Faire au confiance à début, l'intuition voilà, aussi. faire confiance à son intuition et aussi par rapport au quotidien. Alors je le fais pas énormément parce que moi comme j'ai envie de continuer à vivre comme avant, je le fais pas assez, mais de s'écouter, c'est-à-dire de pas avoir peur de pouvoir se reposer si on en a besoin ou de faire des pauses entre deux tâches ou tout simplement dire, parce que par exemple, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'avais un repas en fait de fin d'année, je leur dis: «Bah, écoutez, moi aujourd'hui ça va pas, je viendrai plutôt l'après-midi». C'est vrai que nous, on a un groupe d'amis qui est quand même à l'écoute et qui comprennent. Donc ils nous disent: «Mais il y a pas de souci, enfin tu viens si tu peux, si tu peux pas, bah c'est une prochaine fois, il y a pas de problème». Et, et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. J'allais te demander quel message tu souhaitais faire passer à l'entourage des Oui, personnes qui vivent avec ces maladies qui ne se voient pas. oui, du coup, donc je disais donc oui, oui, de pas avoir peur de faire des pauses et d'écouter son corps quand ça va pas. Chose que je ne fais pas et que j'essaye d'apprendre à faire.
au maximum. Et pourtant, j'ai un mari qui me dit tout le temps, écoute, si la journée tu ne peux pas, je préfère que tu ne fasses rien et que je te retrouve à peu près en forme le soir. Il me dit, t'inquiète, je gère, plutôt que tu t'épuises et que tu sois douloureuse le soir parce que tu as voulu absolument t'occuper des tâches de la maison. Et du coup, généralement, je ne l'écoute pas et je suis dans un état pas possible le soir parce que j'ai voulu assurer la journée parce que je veux pas qu'il enchaîne et journée de travail et tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et du coup, tu Donc, ça passerais prend quoi du comme temps. message à l'entourage? À l'entourage, alors, à l'entourage en dehors de notre foyer, Pas forcément, mais à l'entourage des non. personnes qui vivent avec ces maladies invisibles. Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, de pas juger tout de suite, d'essayer de comprendre, d'écouter la personne. Après, on y croit, on n'y croit pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais d'écouter effectivement quand quand la personne malade essaye d'en parler, de partager son quotidien et surtout de la croire. Parce que vraiment, c'est des quotidiens, enfin, c'est des journées des fois qui sont comme très difficiles, qui sont vraiment très douloureuses. Déjà qu'on est un peu isolé parce que bon, bah, généralement la journée on est seul, hein, pour la plupart des malades et de soutenir comme on peut les malades. Des fois, même juste une parole ou juste un message, est-ce que ça va? Ou des fois, ça, j'ai vu il y a pas longtemps dans un post, soutenir quelqu'un aussi, des fois, moi qui ai du mal à couper les légumes, bah, d'aller lui couper ses légumes. Ça peut être bête, mais en fait, c'est des choses du Mmh. quotidien qui sont compliquées aujourd'hui. Et en fait, ça crée une charge mentale et une charge en moins, en fait. De Et se dire, c'est ah bon, bah, réaliste. chouette. Parce que très Voilà, tout à souvent, fait. on va vouloir des personnes de l'entourage vont peut-être vouloir nous sauver ou des choses qui sont pas réalistes, en fait, dans leur Tout à impuissance. fait. Alors que Mm, venir couper nos légumes, c'est réaliste, c'est mm, concret, ça va avoir un impact qui est bénéfique. tout à fait. Alors Tout qu'essayer de à nous fait. sauver, bah, bon. Bah, on peut pas aujourd'hui, ça va être très compliqué. Mais tu vois, rien que je sais que, enfin, moi, ma mère, elle me dit, bah, si un jour tu as besoin que je t'emmène à un rendez-vous, enfin, tu me dis, et puis je m'arrange, j'essaye de voir Ouais. comment. Enfin, rien que ça, cette charge mentale, Ah oui. de se dire, bah, je vais pas avoir besoin de conduire 30 minutes, puis Mmh. faire la consultation, puis revenir 30 minutes, parce Ouais. qu'en fait, enfin, comme ça, on croirait que c'est pas grand-chose. Mais tu vois, par exemple, il y a peut-être un mois, j'ai été à une baby shower, donc d'une copine, d'un groupe d'amis. Donc, j'ai conduit 30 minutes, j'ai passé l'après-midi. Alors, le trajet retour, je l'ai senti passer. Enfin, c'était très, 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 très compliqué pour moi. Et en fait, je suis arrivée et je me suis écroulée, j'en pouvais plus. Alors, pourtant, j'ai juste fait conduire. J'ai passé une très bonne après-midi avec des amis, on a discuté, voilà, on a parlé de son bébé, enfin, c'était génial. Mais rien que de faire ça, Bah, j'en pouvais plus, en fait. c'est déjà énorme. Ah, bah, ça m'a déclenché une douleur horrible. Enfin, c'était très, très compliqué. Donc, tu vois, juste ça, aider au trajet, au quotidien. Enfin, on se rend pas compte des fois. Ça peut être vraiment anodin pour quelqu'un on va dire, qui n'est pas malade, hein. Mais au final, nous, en tant que malade invisible, ça nous aide énormément. Bien sûr. Quel super pouvoir la maladie chronique et le handicap invisible t'ont amené? Un super pouvoir. Euh, alors là, c'est une très bonne question. Peut-être, attends, je réfléchis. Euh, Alors, c'est pas vraiment un super pouvoir, mais ça rejoint un peu le fait de ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, de plus me prendre la tête pour des choses futiles, en fait. Mais ça m'a amené à voir un peu la vie différemment et à profiter des petits moments et des petites victoires du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, pouvoir me lever le matin, c'est une grande victoire. Mmh, Pouvoir emmener mes enfants à l'école, ça l'est aussi. ouais. Et profiter de chaque instant avec eux pour qu'ils gardent le maximum de souvenirs de bons moments en famille. Tu vois, Mmh. pas qu'ils gardent que le négatif, mais voilà, comment on peut appeler ça? Ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de profiter de la vie, enfin, profiter de la vie, de profiter de chaque moment où je vais bien. Tout à fait, Je tu vais te te donner une réjouis des petites anecdote. choses qui sont pas des petites Tout à choses fait. quand on va bien. C'est ça, il y a 3 semaines, on est allé au restaurant avec mon mari. Donc, c'était un très, très bon moment. J'ai passé une très bonne soirée. Et à côté de ce restaurant, il y a une espèce de bar-boîte que j'aime beaucoup parce qu'il passe de la musique latino. Et j'ai dit à mon mari, bah écoute, est-ce qu'on n'irait pas boire un verre? Il m'a dit, bah écoute, si tu veux et tout. Donc on a été boire ce verre, et sauf que c'était un soir où j'allais pas trop mal.
Et en fait, j'ai enlevé mon manteau et j'ai commencé à danser. Et mon mari m'a dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi? Alors, on sait hein, que demain, tu vas pas te lever. Hein. C'est obligé, on Une sait. évidence. Ouais, mais il m'a dit, ça fait plaisir de te voir comme ça, donc profite. Tu vois, et cette phrase, elle a une grande importance parce qu'il sait qu'en fait, au quotidien, je peux pas faire. Enfin, moi, tous les soirs, je couche mes enfants, je m'écroule sur le canapé, enfin, je dors, enfin, bon, c'est Same compliqué. game. Et il m'a dit, ça fait plaisir de te voir comme ça, profite. Tu vois. Donc là, je me suis sentie encore plus considérée parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il savait que bah, c'était la galère tous les jours et que je voulais vraiment profiter de ce moment-là. Alors, on n'est pas resté longtemps, hein, on a dû rester peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais c'est des Euh, parenthèses. Mm. ouais, ça m'a fait du bien en fait de me dire bah voilà pendant trois quarts d'heure, enfin allez, pendant 2 heures parce que du coup on a été au restaurant, j'avais une vie à peu près normale. Enfin Mm. c'est fou à dire hein, mais à peu près normale. J'étais quelqu'un de standard, comme si lundi je retournais au boulot, de comme il y avait il y a 2 ans en fait, j'étais tout Ouais. à fait quelqu'un de non malade en fait, tout Mm. simplement. Mm. Bon le lendemain on passera Bien sûr. le week-end que j'ai passé, mais j'ai profité de mon moment. Et en fait, Mm. c'est ça que je veux. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est un peu compliqué aussi dans l'entourage, c'est que chaque moment, même si des fois c'est compliqué, les repas de famille, etc., j'ai envie de profiter en fait de ces moments, de me sentir quelqu'un de, bah oui, de non malade, même si je sais que derrière ça va être très compliqué. J'ai envie de profiter de chaque moment. Et c'est vrai que bah, je sais que le regard après peut être compliqué de dire, bah, elle a profité. Ouais, sauf que du coup, tu vois le moment, les 2 heures où j'ai passé avec toi, mais tu vois pas tout ce qui est à côté, quoi. Et maladie invisible. Donc c'est ça. Merci Johanna pour ton témoignage. Merci Tamara.